L'échiquier international, soyez les bienvenus. S'agit-il d'une victoire à la Pyrrhus? Le cessez-le-feu à Gaza voté hier à l'ONU. La victoire diplomatique est bien là, mais sa traduction dans les faits pourrait se mettre au conditionnel, puisque vous le savez sans doute, mais le Conseil de sécurité a très peu de moyens d'assurer l'application d'une décision. Bien sûr, formellement, les membres de l'organisation internationale sont bien tenus d'accepter ladite décision conformément à l'article 25 de la Charte des Nations Unies, mais si l'État concerné, donc l'entité sioniste, refuse de s'y astreindre, le Conseil de sécurité n'a pas beaucoup de moyens pour l'y contraindre. Oui, il pourrait prendre des mesures punitives, sauf que celles-ci doivent, bis repetita, être soumises à une nouvelle votation, risquant ainsi de se heurter à un veto d'un des membres du Conseil de sécurité. Donc on partirait pour une nouvelle ronde. D'ailleurs, jugez-en vous-même. D'après la résolution du cessez-le-feu hier à l'ONU, l'armée sioniste a bombardé Gaza dans la nuit d'hier, notamment Rafah qui a été cruellement touché durant toute la nuit. Rafah qui concentre une importante population civile, et pour que les décisions du cessez-le-feu passent, ce n'est pas l'abstention des États-Unis qui fera la différence. Or, interrogé ce matin, le porte-parole du département de la Défense des États-Unis, Paul Kirby, le dit lors d'une question, il le dit, indépendamment du vote de l'ONU, Israël peut continuer ce qu'il fait à Gaza. En d'autres thématiques, ça veut dire qu'on donne un blanc-seing pour les bombardements contre les Palestiniens. Donc les souffrances des Palestiniens risquent encore de durer, et c'est de cela dont on va parler maintenant. Pour l'échiquier international du jour, nous souhaitons la bienvenue à Olivier Mukuna, journaliste au site Investigation. Bonsoir Olivier Mukuna. Bonsoir Rachid. Alors Olivier Mukuna, on s'est peut-être, je le disais, on s'est peut-être réjoui trop vite quant à la décision du Conseil de sécurité hier concernant le cessez-le-feu concernant Gaza. L'entité sioniste, par une nuit de bombardement sur Rafah, a démontré ce que symbolisait pour elle cette décision. Comment voyez-vous la suite des événements? Oui, moi, c'est toujours très difficile d'encore poser une analyse face à ce génocide en cours et au fait que la plupart des pays qui pourraient intervenir pour que cessent les choses ne le font pas. Et le premier d'entre eux, c'est évidemment les États-Unis d'Amérique. Alors, le fait qu'ils aient, pour une fois, qu'ils se soient abstenus bien trop tard, hein, donc c'est-à-dire pratiquement près de 6 mois après le début de ce génocide, ça pouvait être vu comme peut-être un signal qu'à un moment donné, les États-Unis allaient en tout cas stopper leur allié colonial d'apartheid et génocidaire. Mais en fait, ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est l'attaque terrestre totale de Rafah, où il y a, je rappelle, plus d'1,5 million de Palestiniens qui sont réfugiés là-bas, dans le sud de Gaza. Donc, malheureusement, bon, pour l'instant, les États-Unis obtiennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que Rafah ne soit pas attaqué, mais tout le reste continue. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est la famine, l'humanitaire, les gens qui meurent, les opérations sans médicaments, sans anesthésie. Donc, il y a des centaines d'enfants qui sont amputés à vivant, sans être anesthésiés, et évidemment des adultes aussi. Il y a beaucoup de blessés, on n'en parle pas, en tout cas les médias occidentaux en parlent très peu, mais il y a énormément des dizaines de milliers de blessés, et dont des enfants qui souffrent énormément et qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas accès aux premiers soins et au strict minimum. Alors, donc ce génocide est toujours en cours, malheureusement.
Alors Olivier Boukouna, une information a filtré en début d'après-midi. La France aurait bien aidé l'armée sioniste dans son entreprise génocidaire concernant Raza. On apprend que fin octobre, on a livré via le port de Marseille au moins 100 000 cartouches destinées à des fusils mitrailleurs de type Negev 5, expédiés donc depuis Marseille et en totale contradiction avec les engagements du gouvernement Macron. En plus des soldats sionistes mais de nationalité française qui servent au sein de l'armée d'occupation, on est bien au-delà d'une forme de complicité concernant la France. Oui, concernant la France et concernant, je dirais aussi la Belgique où j'habite, concernant l'Allemagne, concernant tous les pays en fait de l'Union européenne, il y a un double discours. Moi, je veux le signaler, je veux le dire. Il y a un discours qui est on appelle à la paix, oui, les Palestiniens ne doivent plus être tués, les civils doivent être protégés, l'humanitaire doit être livré par avion, par colis dans la mer ou sur les gens qui aient tué des gens. Bon, oui, il y a ce discours-là. Et puis, le business as usual continue. Donc, chez nous, par exemple, le port à Anvers, des armes, des munitions ont transité par le port d'Anvers en Belgique pour aller tuer les Palestiniens après à Raza. Et pareil pour la France, évidemment, on l'apprend, mais moi je dirais que pour les journalistes d'investigation ou les autres journalistes sérieux, c'est pas une information, c'est pas un secret. Il suffit d'écouter aussi la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, qui a même dit au tout début du génocide, Israël a le droit de se défendre. Donc Israël, à carte blanche, peut commettre un génocide, il n'y a pas de problème. C'est malheureusement la position isolée dans le monde de l'Union européenne, de l'Europe. D'ailleurs, où en est-on concernant la justice belge sur les cas de ces soldats sionistes, mais de nationalité donc belge, mais opérant à Raza? Je sais que des actions de justice ont été entreprises il y a quelques semaines, oui. A-t-on du nouveau concernant ce type de cas? Ben, en fait, non, et ça avance très très lentement. On n'est même pas en Belgique capable, enfin en tout cas les autorités, ou quand elles sont interpellées, ne sont même pas capables de dire combien exactement il y a de binationaux belges et israéliens qui participent et collaborent au génocide et aux crimes de guerre commis à Gaza. C'est vraiment le sujet tabou, il n'y a pas moyen de savoir exactement quelle est la présence belge, militaire, aux côtés des Israéliens. Au moins en France, on sait que c'est plus ou moins 4000 binationaux qui sont en train de tuer des civils palestiniens. En Belgique, il y a des actions qui se préparent de la part d'associations et d'organisations et d'avocats, mais on a très peu d'informations. Alors, Olivier, je voulais également qu'on parle d'un sujet assez délicat, les sévices sur les femmes palestiniennes par l'armée d'occupation, notamment des femmes palestiniennes coincées à l'hôpital de Shifa lors de l'attaque. On a le témoignage par exemple de Jamila El-Hissi, elle et d'autres femmes qui témoignent d'avoir été victimes d'abus sexuels, on va le dire carrément. Alors, beaucoup de cas comme ça. On a parlé aussi de certaines femmes qui ont été victimes de détention administrative, qui témoignent également d'abus subis dans les prisons israéliennes. Il y a le témoignage de Amina Hussein lorsqu'elle a été prise en otage. Par exemple, tout ceci a été rapporté par la presse sioniste comme le Jérusalem Post du 24 mars. Est-ce que vous, de votre côté, au sein de votre rédaction, est-ce que vous avez des éléments à apporter concernant ces affaires ? Oui, tout à fait. C'est donc un sujet sur lequel on a travaillé à deux journalistes, et notamment avec Candice Van Eyck, qui coordonne et gère notre chaîne YouTube Télé Palestine. Et en effet, on avait déjà mis en avant le documentaire de Ahmed Fassini sur les violences faites aux femmes et les trafics d'organes. On va en parler, les trafics d'organes, on va en parler. Voilà, il n'y a rien à faire, mais tout ça est, si vous voulez, corroboré et coordonné de différentes sources. Donc il y a les experts de l'ONU qui demandent une enquête internationale, il y a des différentes ONG,
Et en fait, Israël, pour l'instant, balaye tout ça d'un revers de la main, alors que, je dirais, les abus sexuels et les viols concernent les femmes, mais aussi les hommes, surtout dans les prisons. Il faut le dire, bien entendu. Voilà, il faut le signaler, et il serait temps qu'il y ait une enquête internationale qui puisse attester définitivement et traîner aussi l'État colonial et d'apartheid devant les tribunaux pour ce genre de crime. Donc vous nous dites ce soir que c'est attesté, il y a eu des cas comme ça qui ont été fictifs. En tout cas, il y a une série de témoignages qui sont rapportés par des experts de l'ONU et d'autres associations, et ces personnes demandent à corps et à cri une enquête internationale à laquelle Israël devrait coopérer. Et Israël a balayé cette demande en disant ce sont des allégations méprisables, mensongères, on ne bougera pas. Pourtant, la presse sioniste en a parlé, le Jerusalem Post, même il y a des responsables américains sous anonymat qui ont parlé de ce type de sévices. Non, mais absolument. Moi, je conteste, si vous voulez, le discours officiel israélien qui est de dire que ce sont des allégations. Il y a beaucoup trop de témoignages de sources, y compris américaines, effectivement, qui relayent les accusations, que pour ne pas, un, ouvrir une enquête, et deux, enfin attester que ces choses-là arrivent. Et je dirais même, c'est une pratique de l'armée israélienne qui avait déjà été dénoncée avant le 7 octobre, avant le début des bombardements et du génocide de Gaza. Donc c'est une pratique de guerre. Ce pays se targue toujours d'avoir l'armée la plus morale du monde. C'est une armée qui viole également. Alors, autre sujet délicat, Olivier Moukouna, le trafic d'organes, des corps palestiniens. Il y a de nombreux médecins palestiniens, de familles de victimes, beaucoup de témoignages recueillis par un journaliste palestinien qui s'appelle Ahmed Frassini, qui est basé à Bruxelles justement, qui a évoqué tout ça dans un documentaire sorti avant le 7 octobre, on le précise. Donc l'armée sioniste prélève bien des organes sur des cadavres palestiniens, même des victimes, des gens qu'on a torturés et à qui on a prélevé de force donc des organes. On parle également de confiscation de corps. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet ? Ouais, voilà, en fait, je vous dis que tout cela, vous avez bien fait de le souligner, le documentaire d'Ahmed Frassini, journaliste palestinien, est sorti et a été fait avant l'attaque du 7 octobre de la résistance palestinienne coordonnée par le Hamas. Donc, c'est une pratique, ce trafic d'organes qui est en débat et en accusation depuis des années, et elle aurait maintenant repris en recrudescence, étant donné le nombre de morts palestiniens à Gaza, mais aussi continue en Cisjordanie. Et donc, en fait, il y a beaucoup de témoignages qui disent que quand on leur rend leurs membres de famille morts, on leur rend sans cœur, sans rein, sans foie. Voilà, les familles constatent qu'il y a des organes qui ont été prélevés, qui ont été volés. Quand elles s'adressent aux autorités, on ne leur répond pas, on dit non, c'est pas vrai, enfin voilà. Et donc, ce genre de choses... Ça veut dire, pardonnez-moi Olivier, quand vous dites que les autorités ne répondent pas, c'est-à-dire que les autorités couvrent ce type d'exactions, parce qu'on a l'impression qu'un trafic d'organes, c'est des individus comme ça, un peu isolés, mais là, ce que vous dites, c'est un peu plus grave, c'est que l'administration coloniale, l'armée coloniale couvre ce type de dérive. Exactement, exactement. Et quand les familles veulent se plaindre ou disent attendez, vous avez volé des organes à notre membre de famille tué, on leur répond c'est faux, on leur répond pas. Donc non, c'est vraiment c'est organisé. Il y a plusieurs cas. Il y a une association, une ONG qui s'appelle Euromed Monitor, qui a elle aussi interpellé la communauté internationale, Israël, les États-Unis, pour avoir une enquête internationale là-dessus. Et cette ONG disait que c'était d'autant plus important qu'Israël occupe une place de choix importante sur le plan international en ce qui concerne la transplantation d'organes.
Donc c'est un pays très évolué et en pointe en ce qui concerne la transplantation d'organes. La moindre des choses, c'est que cette position de pointe ne soit pas salie par ce trafic criminel et je dirais sordide de prélever des organes sur des Palestiniens morts. Pour faire quoi? Pour les revendre? Pour les utiliser eux-mêmes dans les soins sanitaires? Enfin, voilà, il y a une enquête internationale absolument à faire depuis des années et Israël s'y refuse. Alors justement, Olivier, c'est pas la première fois que le trafic d'organes international mène à l'entité sioniste. Je le rappelle, hein, enfin je le signale pour ceux qui ne le savent pas, le don d'organes entre Israéliens est très difficile à cause de la législation du pays, mais même pour des motifs religieux. Mais Olivier, ça me rappelle aussi les affaires du même genre au Kosovo avec son président. Hachim Tassi, un proche d'ailleurs de Bernard Kouchner, qui fait à la tête de la mission des Nations Unies au Kosovo entre, je crois, fin 99, c'est ça, 99 et 2001, le French Doctor a été accusé d'avoir fermé les yeux sur les atrocités commises par les membres de l'UCK fin 2010 dans un rapport, hein, c'est un rapport qui est officiel hein, du Conseil de l'Europe, qui a été rédigé par le parlementaire suisse qui s'appelle Dick Marty. Alors ce dernier estime que Hachim Tassi a dirigé un trafic d'organes prélevés sur quelques 500 Serbes et Roms qui ont été faits prisonniers par la guérilla albanaise. Pierre Péan, d'ailleurs, l'a évoqué dans un livre concernant Kouchner et un autre livre sur le Kosovo. Dans un livre témoignage également, Carla Del Ponte, l'ancienne procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, accuse les responsables albanais du Kosovo d'avoir participé à un vaste trafic d'organes. Le trafic d'organes rapporte plus de 600% à la mise. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec l'entité sioniste? Eh bien, dans tout ceci, il y a un homme qui a été interpellé, qui s'appelle Moshe Harel, qui est recherché depuis 2010 par le Kosovo et qui a été inculpé en 2015 à Tel Aviv avec 6 autres Israéliens pour leur appartenance présumée à un trafic d'organes. Donc je vous pose la question, peut-être que cette guerre à Gaza, ces bombardements à Gaza, servent aussi à nourrir ce type de trafic, Olivier Moukouna. Oui, mais si vous voulez, c'est ce qui est dit entre les lignes par les gens de l'ONG. C'est ce qui est dit par tous ceux qui se sont intéressés à ces situations. C'est avant le génocide et depuis. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une recrudescence de la disparition d'organes. Donc, effectivement, c'est avéré. Ouais, ça c'est établi. Et donc, ça veut dire que les victimes, les morts palestiniens, d'une manière ou d'une autre, servent à, comme vous l'avez dit, ce trafic rapporte énormément. C'est un trafic qui, bon, voilà, quand vous pouvez vendre un cœur ou un rein à l'étranger, parce que quand je disais qu'Israël a une place internationale, c'est-à-dire que ils sont bons dans la transplantation et puis ils offrent des coopérations internationales. Et donc là-dessus, il peut y aussi y avoir des sous-tables avec des trafics d'organes volés. Voilà. Moi je pose les questions. Je dis pas que j'affirme que ça se passe comme ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une recrudescence des disparitions des organes des Palestiniens morts. Et ça ne peut qu'alimenter un trafic, ou en tout cas que Israël laisse alors une véritable enquête internationale sur son sol, voir si oui ou non ce trafic existe et s'il a décuplé, voire quintuplé, enfin je ne sais pas, depuis le 7 octobre. Alors tout à l'heure, je voulais revenir sur les abus sur les femmes palestiniennes hein, qui ne défraient pas la chronique en Occident. On m'aurait entendu pour moins que ça certaines nervies féministes nous parler de viol. Elles auraient raison, mais quand même on a l'impression qu'il y a un manque de compassion pour les femmes palestiniennes qui prouve que toutes les femmes finalement ne se valent pas. Mais au fond, Olivier Moukouna, est-ce que Gaza n'évoque pas aussi que le racisme existe? Peut-être que si on ne parle pas trop des Palestiniens dans les médias, dans les rédactions, même dans les chancelleries, c'est peut-être que parce qu'il s'agit de Palestiniens, musulmans, arabes, finalement des damnés de la terre, comme les autres. Je suis malheureusement, hélas, au regret de devoir vous donner raison. C'est-à-dire que, voilà, moi je travaille depuis pratiquement 6 mois sur ce sujet tous les jours. Je vois la couverture des médias occidentaux, des médias mainstream, et en fait, ils sont dans le narratif fasciste, raciste israélien la plupart du temps. Et d'ailleurs,
quand le Hamas était accusé d'avoir perpétré des viols le 7 octobre, on l'a entendu pendant 6 mois dans les médias, de manière, c'était le crime le plus abject que le Hamas avait commis le 7 octobre, plus abject que de tuer des soldats israéliens. Voilà, c'était d'avoir violé des civils, femmes israéliennes. Voilà, c'était le truc le plus abject et le crime le plus abject voilà, qui était tout le temps dans les médias mainstream. Ici, il y a des allégations de plus en plus établies de viols de femmes palestiniennes qui ont été arrêtées arbitrairement. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont dans la maison où il y a une patrouille qui arrive, on les soupçonne d'être en lien avec le Hamas, et hop, détention en prison, sans jugement, sans rien, et quand vous êtes en prison, vous êtes agressé sexuellement, voire violé. Tout ça devrait être dans les médias mainstream. Il n'y a pas, je vous assure, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un reportage. Et pour revenir à à la question du racisme, c'est le problème, je dirais, après le génocide, hein, c'est le problème fondamental. C'est-à-dire que l'Europe, d'une manière générale, et ses médias en particulier, sont en porte-à-faux total avec soi-disant les valeurs qu'ils défendent, d'antiracisme, de démocratie, de droits humains. Tout ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est jeter à la poubelle pour suivre Israël qui a le droit de se défendre, hein, comme ils osent plus trop dire aujourd'hui, mais parce qu'il y a 35 000 morts, 35 000 morts, ça c'est une estimation. Il y a beaucoup plus de dizaines de milliers de morts que ça, et il y a autant de blessés, et c'est quand même l'agression à caractère génocidaire qui a fait le plus de morts d'enfants de tous les conflits de ces 20 dernières années. Donc, il y a quelque chose dans les médias mainstream qui ne fonctionne pas et qui est raciste ou en corrélation raciste avec ce que pratique l'État colonial sioniste d'apartheid et qui est en train de commettre un génocide. On a l'impression qu'au sein de l'Europe, il y a quand même une exception belge. Quand on voit par exemple la France, quand on voit d'autres pays, je songe peut-être à la Hollande, peut-être l'Angleterre, hein, je parle des médias classiques qui taisent certaines exactions ou certaines dérives de l'armée coloniale sioniste. Les Belges, je ne sais pas, on lit de temps en temps un peu la presse belge, on a l'impression qu'ils ne se laissent pas trop intimider et qu'ils restent quand même sur des faits objectifs, même si c'est jamais assez hein, pour dénoncer la situation, mais quand on voit par exemple les journaux télévisés belges, on essaye d'être le plus mesuré possible en étant plus ou moins timide, c'est vrai, mais quand même il y a une mesure. Oui, tout à fait. Si vous faites des comparaisons entre les médias français, allemands, anglais et belges, on peut dire que effectivement les audiovisuels belges sont, je dirais, font le mieux leur métier. Voilà. Mais il n'y a pas de cours. Vous savez, moi, j'estime que le journalisme, il y a aussi une part de courage et de colonne vertébrale. Et il y a des sujets, on ne transige pas. On ne transige pas sur la démocratie, on ne transige pas sur les droits humains, et normalement, on ne transige pas sur le racisme. Donc, en tant que journaliste, on défend l'antiracisme, la démocratie, les droits humains, et évidemment, être opposé à toute forme de génocide. Bon, je ne vois pas ça, moi, dans les médias de mon pays, les médias audiovisuels, je ne vois pas ça. Ils ont peur, ils sont terrorisés par le lobby pro-israélien qui est aussi présent en Belgique, et les critiques à l'égard d'un État qui pratique un génocide, un État colonial qui pratique un génocide, et qui pratiquait l'apartheid avant et qui renforce l'apartheid en Cisjordanie, et qui s'attaque au Liban en le bombardant et en faisant aussi des centaines de morts là-bas. À un moment donné, moi, j'attendrais quand même des médias audiovisuels qui au moins le disent ou amènent des analystes pour critiquer ça. Ils l'ont fait au tout début du 7 octobre avec un excellent professeur de droit de l'Université libre de Bruxelles qui était venu rappeler simplement le contexte. C'est-à-dire que l'attaque de la résistance palestinienne coordonnée par le Hamas, elle ne tombe pas de nulle part. Elle tombe de 75 ans de colonialisme et d'oppression de ce peuple et de 17 ans de blocus sur Gaza. Il a essayé de parler sur un débat télévisé, il s'est fait mais vraiment laminé, il n'a pas pu s'exprimer, et puis le lendemain, il s'est fait accuser d'antisémitisme dans une campagne de diabolisation, comme les lobbies pro-israéliens en ont l'habitude en France, en Angleterre, en Allemagne. En Angleterre, Jeremy Corbyn peut vous en parler, hein, du lobby pro-israélien. Il devait être Premier ministre, il est carrément redevenu député indépendant, quoi. Il ne peut même plus être dans son parti. Donc,
en fait, si vous voulez, les autorités européennes sont tellement à la botte des États-Unis et d'Israël qu'elles tiennent le discours Israël a le droit de tout faire, de se défendre et de tuer tous les civils. Et ça va être Plus ou moins. Et tandis que les médias devraient avoir une position critique. La position critique, moi je l'entends chez vous, je l'entends sur Internet et je l'entends dans le média pour lequel je travaille, mais pas Olivier Moukouna, on est obligé de conclure. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Moukouna. Merci de vos explications et vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes journaliste à Investigation. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Je vous retrouve demain. On vous souhaite une excellente soirée et en vous disant, ça rafte le coup.